Élisabeth II, reine d'Angleterre, au service du Royaume-Uni depuis 60 ans. Personne d'autre sur Terre n'a son expérience. Elle porte une lourde couronne rehaussée de quelques 3000 diamants, mais dans son royaume, elle ne dispose d'aucun pouvoir politique. Au cours de son règne, 12 premiers ministres se sont succédés à la tête du pays. La tradition veut qu'il fasse un rapport hebdomadaire à Sa Majesté au palais de Buckingham. Tous ont fini par apprécier ces moments comme les plus précieux de la semaine. Ces conversations en tête-à-tête se déroulent à l'abri des regards. Elles sont aussi rigoureusement confidentielles. Rien de ce qui a pu se dire entre la reine et le Premier ministre n'a jamais transpiré au dehors des murs de Buckingham Palace. Que se trame-t-il donc derrière ces portes closes? Des jeux de pouvoir, des jalousies, mais aussi de vraies amitiés. Les Britanniques aiment leur reine, peut-être parce qu'elle ne parle jamais de politique. J'adorerais savoir ce qu'elle pense, car elle a rencontré tous les grands politiciens, leaders, chefs d'État, premiers ministres et présidents des 60 dernières années. C'est incroyable. On dit souvent qu'elle n'a jamais commis d'impair, et c'est vrai. Elle sait manier le silence. Elle a compris l'importance de ne pas exprimer ses opinions, de rester impassible. Le siège du gouvernement du Royaume-Uni se trouve au 10 Downing Street à Londres. Chaque semaine, le Premier ministre se rend au palais de Buckingham où il est reçu en audience par la reine. La reine a déjà connu 12 chefs de gouvernement. Le premier d'entre eux fut Winston Churchill, un ami paternel. Elle s'est particulièrement bien entendue avec son 5e Premier ministre, Harold Wilson, le chef du Parti travailliste. À la fin des années 1970, elle a eu pour la première fois affaire à une femme, Margaret Thatcher, la Dame de Fer. Ses relations avec Tony Blair n'ont pas été simples. Ni lui, ni David Cameron, l'actuel chef du gouvernement, n'étaient nés au moment où elle accordait sa première audience en 1952. Nous autres Britanniques aimons l'idée qu'un Premier ministre, que nous avons élu, s'agenouille une fois par semaine devant quelqu'un. C'est un geste hautement symbolique. Une fois par semaine, le très puissant Premier ministre, aussi important soit-il, doit rendre compte et doit littéralement s'agenouiller devant une personne qui représente quelque chose de plus grand que lui. Être Premier ministre, c'est être soumis à une pression énorme et être souvent très seul. Avoir quelqu'un qui aborde les choses de façon objective et sans parti pris, qui vous conseille, vous met en garde et vous encourage de temps en temps, est un avantage inestimable. Pendant les audiences, la reine écoute. Elle ne donne pas son avis, mais elle est toujours parfaitement préparée et pose des questions précises. Élisabeth a connu une jeunesse heureuse. Consciencieuse, naturelle et discrète, elle a tout d'une jeune fille ordinaire. Pour moi, le secret du succès d'Élisabeth II tient au fait qu'elle n'était pas destinée à être reine. Durant les 11 premières années de sa vie, elle a appris à se conformer au protocole royal pour son grand-père, George V. Mais ce n'était pas dans la perspective de devenir reine un jour. La question ne se posait même pas. Elle n'est pas imbue de sa personne.
C'est ce qui fait son succès. Soudainement, en 1936, son grand-père, qu'elle appelle Grandpa England, Papy Angleterre, décède. Oncle David, comme elle l'appelait, accède alors au trône et devient le roi Édouard VIII. Mais quelques mois plus tard, il décide de se marier avec une Américaine divorcée. Le peuple britannique le dépose. Et c'est George VI, le bègue, qui lui succède. Il a un grand respect pour la monarchie, en particulier pour la monarchie constitutionnelle, et il l'inculque tout naturellement à sa fille. La Seconde Guerre mondiale éclate. Lorsque Londres est bombardée, Winston Churchill et la famille royale restent sur place pour soutenir le peuple. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, 1 million de Britanniques rendent hommage à la famille royale et au Premier ministre. L'attachement de son père pour le peuple impressionne beaucoup la jeune femme. Le jour de son 21e anniversaire, elle fait un serment. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Il lui faudra honorer ce serment plus tôt que prévu. Le 6 février 1952, son père meurt d'un cancer du poumon. Churchill accueille Elizabeth, rentrée précipitamment de voyage. Tous ceux qui l'ont vécu se souviennent du moment où la porte s'est ouverte pour laisser apparaître cette jeune fille. C'est la toute première fois qu'elle a rassuré le pays. Commence alors une vie au service du pays. Mais elle était mieux préparée à assumer cette tâche qu'aucune autre jeune femme de 25 ans, car elle avait un sens profond du devoir. Elle a toujours voulu faire de son mieux, et cela n'a pas dû être toujours facile. Par respect pour son père, Elisabeth attend 16 mois avant d'être couronnée. Elle profite de cette période pour se plonger dans les documents officiels. Le 2 juin 1953, 3 millions de Britanniques acclament la jeune femme. En cet instant, elle devient non seulement la reine du Royaume-Uni, mais de 15 autres pays. Winston Churchill est son premier chef du gouvernement. Le héros de la dernière guerre a 78 ans. Il connaît la jeune reine depuis toujours. Toute jeune déjà, elle l'avait impressionné par son sérieux. Lors de sa première audience, il est clair qu'il éprouve pour elle bien plus que du respect. Je crois que d'une certaine manière, tous les premiers ministres ont été sous le charme de la reine. C'était flagrant avec Churchill. Et ce n'était pas fin. Il avait les larmes aux yeux quand il l'a accueillie. Il aimait la comparaison avec Élisabeth Ier et avec la reine Victoria, et le fait qu'il jouait là le dernier acte de sa vie. Je pense que la reine estimait beaucoup l'expérience de mon grand-père.
Et lui, il adorait la reine. Il l'aimait sincèrement. Elle exaltait les idées romantiques qu'il se faisait de la royauté et de la monarchie, de la nouvelle ère élisabéthaine, comme il l'appelait. Mais ils ont aussi des différends. Churchill a combattu pour l'Empire britannique au cours de 5 guerres. Il est prêt à assurer la cohésion de l'Empire par les armes. Élisabeth, elle, plaide pour une confédération d'États plus souple. 5 mois après son couronnement, elle entame un tour du monde pour défendre sa vision du Commonwealth. Churchill désapprouve sa démarche. Mon grand-père était un enfant de l'Empire victorien. On ne pouvait donc pas s'attendre à ce qu'il s'en réjouisse. Mais Churchill était un pragmatique. Il comprenait la marche de l'histoire, le cours des événements et du temps. Contrairement à sa jeune reine, Churchill a du mal à accepter le nouveau rôle de la Grande-Bretagne dans le monde. Il se battra jusqu'au bout contre la dissolution de l'empire colonial. Le vieil homme sombre peu à peu dans la dépression. Ma grand-mère a tout fait pour le convaincre de se retirer à la fin de la guerre, de mettre un terme à sa vie politique en pleine gloire. Mais il ne pouvait s'y résigner. Il était comme un vieux cheval de guerre. Churchill est victime d'une attaque cérébrale. Face au Parlement, il prétexte une grande fatigue, mais il dit la vérité à Élisabeth. Elle a dû être très émue car il a été son tout premier chef du gouvernement. Elle l'avait toujours connu. C'était la fin d'une ère, la fin d'un empire. Une page de l'histoire se tournait définitivement. Le 4 avril 1955, Churchill invite la reine pour un dîner d'adieu à Downing Street. 3 jours plus tard, il quitte le siège du gouvernement. Dans les années qui suivent, Élisabeth entre de plus en plus dans son rôle. Chaque année, elle ouvre la session du Parlement et prononce un discours qu'elle n'a pas écrit. C'est le Premier ministre qui lui dicte ce qu'elle doit dire. Today, for the first time, this ceremony is being watched, not only by those who are present in this chamber, but by many millions of my subjects. Élisabeth II devient l'emblème de la Grande-Bretagne. Elle rencontre Marilyn Monroe et d'autres stars hollywoodiennes. La reine voyage dans le monde entier sans passeport. Elle représente son royaume de façon exemplaire. La Grande-Bretagne est alors en plein bouleversement. Les années 60 marquent le début d'une ère nouvelle. La jeunesse se rebelle contre la bourgeoisie et tout ce qu'elle représente. Après une série de gouvernements conservateurs, les Britanniques élisent un homme qui passera à la postérité. Le nouveau Premier ministre s'appelle Harold Wilson. C'est le candidat du parti de gauche, le Labour. Tout le monde, tout l'establishment était terrifié de voir Wilson aux commandes. Que nous réservait-il ? Les conseillers d'Élisabeth, tous conservateurs, la mettent en garde contre Wilson.
l'homme projetterait un bouleversement social. C'était l'effervescence à Buckingham, car on se demandait comment allait se comporter cet homme. Mais à la surprise générale, Wilson était un véritable monarchiste, un royaliste. Les conseillers d'Élisabeth se sont trompés. Le Premier ministre est de gauche, mais il est aussi professeur à l'université d'Oxford. Wilson était le premier à la traiter d'égal à égal, à ne pas la prendre de haut. Et il y a mis un point d'honneur. Le gouvernement de Wilson se heurte à d'immenses problèmes. Le pays souffre encore des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et ne bénéficie plus des débouchés commerciaux que représentaient les anciennes colonies. L'économie britannique était faible, il y avait trop de main-d'œuvre. Les syndicats avaient beaucoup d'influence. Notre productivité était bien plus faible que celle de la plupart des autres pays d'Europe. Harold Wilson voulait faire de la Grande-Bretagne une économie moderne. Mais il a dû composer avec la méfiance et l'animosité des syndicats. Les travailleurs s'opposent à Wilson. Ils veulent l'obliger à nationaliser des pans entiers de l'industrie et se mettent en grève. La reine ne comprend pas ce différend avec le parti travailliste. Wilson lui explique la situation. Il lui a beaucoup appris sur son royaume, sur des sujets qu'elle ne connaissait pas. Elle connaissait tout ce qui avait trait aux coutumes et aux habitudes des premiers chefs de gouvernement conservateurs, leurs parties de chasse ou les réceptions à la campagne. Mais elle ne savait pas grand-chose des syndicats. Elle ne savait pas comment fonctionnait le parti travailliste. Il est intéressant de noter qu'au fil des ans, les audiences d'Harold Wilson avec la reine duraient de plus en plus longtemps avec l'accord de Sa Majesté, et il restait même boire un verre. Jusqu'alors, l'alcool était banni de ces audiences. Désormais, on y servira du brandy et du gin. Ils étaient devenus très proches. Wilson s'intéressait beaucoup à la deuxième famille de la reine. Elle avait pour ainsi dire deux familles. Tout d'abord Charles et Anne, qui étaient nés avant son accession au trône. Puis, 6 ou 7 ans après, elle a donné naissance à Andrew et Edward, sa deuxième famille. Ils étaient des petits garçons à bicyclette quand Harold Wilson était en poste. Que ce soit sincère ou non, il s'intéressait beaucoup à ses deux enfants. De son côté, la reine était très soucieuse de la santé de Wilson. Elle s'inquiétait quand il travaillait trop. Elle s'inquiétait quand il voyageait. Il trouvait cela touchant. Il s'était établi entre eux une relation très chaleureuse. Le Premier ministre passe ses vacances en famille, dans les Cornouailles. Golf, pique-nique, tout comme la reine, Harold Wilson aime la vie à la campagne. Traditionnellement, la souveraine passe les vacances d'été en Écosse et invite ses premiers ministres au château de Balmoral le temps d'un week-end. Le deuxième jour, le duc d'Édimbourg prépare un grand barbecue. Et c'est la reine qui fait la vaisselle. Harold Wilson trouvait très agréable les séjours à Balmoral. Nous avons affaire à un véritable paradoxe, car Wilson adorait le style de vie très traditionnel de la famille royale. Et pourtant, avec son parti, il était en train d'y mettre un terme. L'homosexualité se libéralisait, ainsi que le divorce et l'avortement.
Avec la libéralisation de l'immigration, des gens d'horizons différents venaient chez nous. De bien des façons, la Grande-Bretagne s'est modernisée sous Harold Wilson. Mais dans les villes industrielles, comme ici à Stockport, les troubles sont de plus en plus violents. L'inflation, le chômage et les grèves font de la Grande-Bretagne l'homme malade de l'Europe. En mars 1976, après 8 années passées à la tête du pays, le Premier ministre demande à la reine une entrevue confidentielle. Il est à bout de force. Personne n'a jamais vraiment su pourquoi Harold Wilson a démissionné. Mais ses proches pensent que c'est parce qu'il était conscient de perdre ses facultés. Sa mémoire n'était plus ce qu'elle était. Il se répétait. Il buvait beaucoup. Il avait besoin d'une bonne dose de brandy avant de répondre aux questions du Parlement. Je lui ai demandé pourquoi il avait démissionné et il m'a répondu « Je suis là depuis si longtemps que les questions ne font que revenir en boucle et je n'ai pas de nouvelles réponses à offrir. Alors j'ai décidé qu'il était temps pour moi de partir. » Au cours des 3 années suivantes, l'ambitieuse fille d'un épicier du Lincolnshire va se hisser au sommet du Parti conservateur. Margaret Thatcher devient Premier ministre en 1979 et elle est déterminée à lutter contre ce qu'elle considère comme l'ennemi intérieur, l'ennemi de l'État, à savoir les syndicats. Elle voulait anéantir leur pouvoir. Tout était en place pour une confrontation sanglante. Yes, I am an Iron Lady. After all, it wasn't a bad thing to be an Iron Duke. Margaret Thatcher soigne son entrée en scène. Elle s'offre les services d'un consultant en images et s'entraîne avec un coach. Pour son apparence, elle s'inspire de la reine. Elle aimait prendre la parole, elle aimait argumenter et débattre. Elle défendait ses idées avec acharnement et respectait ceux qui osaient s'opposer à elle. Elle était extrêmement bien organisée, ponctuelle. Elle se rendait au bureau la nuit s'il le fallait. C'était une travailleuse de rêve. Les deux rivales se rencontrent en 1979 à l'ouverture de la session du Parlement. Elles ont toutes les deux 53 ans et sont aussi ambitieuses l'une que l'autre. La Grande-Bretagne faisait alors figure d'exception. Nous avions une femme à la tête de l'État et une autre à la tête de l'exécutif. La Grande-Bretagne, vieille et guindée, était en quelque sorte en avance sur son temps. Il y avait ces deux femmes. L'une, Madame Thatcher, aimait la confrontation, tandis que l'autre, la reine, faisait tout pour éviter les frictions. L'une des raisons qui font le succès de cette monarchie constitutionnelle, c'est que la reine préfère valider une opinion que de s'y opposer. Je ne pense pas que la reine et Margaret Thatcher se détestaient, mais elles n'ont pas manqué d'occasion d'être en désaccord, surtout au début de leur relation. Margaret Thatcher dérégule les marchés financiers et privatise les entreprises d'État. La bourse est florissante. Elle relance l'économie.
Mais le fossé entre riches et pauvres s'accroît. The ladies not for turning. Elle réprime les manifestations par la force. C'est au cours du mandat de Margaret Thatcher qu'il y a eu le plus de mouvements sociaux, de révoltes, de grèves et de manque de cohésion sociale. En grande partie parce qu'elle avait senti la nécessité d'un affrontement direct. Elle avait un style très percutant. Il était manifeste que la reine elle-même n'appréciait pas toujours ce qui se passait sous le mandat de Madame Thatcher. Lors des entretiens privés avec la reine, la Dame de Fer redevient la fille de l'épicier. Elle arrive toujours avec un quart d'heure d'avance à l'audience hebdomadaire. Et la reine la fait toujours attendre exactement un quart d'heure. Je pense que Margaret Thatcher était beaucoup moins sereine que les gens ne l'imaginaient. Margaret Thatcher respectait énormément la monarchie. C'est une monarchiste et elle se montrait très respectueuse envers la reine. Il suffit de voir comment elle faisait sa révérence pour comprendre combien elle respectait Sa Majesté. Elle restait courbée si longtemps que je me demandais parfois si elle allait se relever. Mais ces marques de respect n'impressionnent guère Élisabeth. Le décor était planté pour la confrontation. Et pendant un certain temps, ces audiences se sont déroulées dans une ambiance relativement lourde. Madame Thatcher n'était pas le genre de personne avec qui on bavarde tranquillement, un verre de whisky à la main. Elles avaient toutes les deux une conscience aiguë de leur statut. Une anecdote illustre très bien la mésentente entre la reine et Thatcher. Margaret Thatcher a appelé le palais royal au sujet d'un grand dîner officiel auquel la reine se rendait également ce soir-là. Elle voulait savoir quelle couleur porterait la reine pour ne pas commettre d'impair. On lui a répondu « Ne vous inquiétez pas, la reine ne prête pas attention à ce que portent les autres femmes. » C'était une façon de la remettre à sa place. Ces tensions culminent lorsque le Sunday Times titre « La reine consternée par l'insensible Thatcher ». Le journaliste laisse entendre que la reine trouve injuste la politique sociale de son Premier ministre. À Downing Street, c'est la stupéfaction. Et Élisabeth règle immédiatement l'affaire en toute discrétion. Quand l'affaire éclate, Madame Thatcher était avec la reine au palais de Holyrood House à Édimbourg. La reine donnait un grand dîner. Elle a placé Michael Shee, le chargé de presse que l'on soupçonnait être la source de l'article, entre Madame Thatcher et elle-même. Michael Shee a présenté ses excuses à Madame Thatcher. « Je suis désolé que la presse ait relayé cette histoire comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. » Madame Thatcher s'est penchée vers Michael Shee et lui a répondu « Ne vous inquiétez pas pour cela, nous ne nous en sommes pas formalisés. Mais les choses étant ce qu'elles sont au palais, Michael Shee a quitté son poste quelques semaines plus tard. » Des dissensions apparaissent également sur le plan de la politique étrangère. Les pays d'Afrique noire appartenant au Commonwealth exige de Thatcher des sanctions contre le régime d'apartheid sud-africain. Mais le Premier ministre refuse de s'en mêler.
Les pays d'Afrique noire en avaient assez de voir les Britanniques blancs s'opposer aux sanctions. Ils savaient que Mme Thatcher y était pour beaucoup. Elle avait effectivement repoussé, voire mis fin au débat du Parlement britannique concernant les sanctions. Contre la volonté de Margaret Thatcher, Elizabeth participe à une conférence des pays du Commonwealth et soutient les demandes de sanctions. Thatcher, obligée de céder, est mise sur la touche. La reine marque aussi des points chez elle. Le 29 juillet 1981, le prince Charles épouse Diana Spencer. C'est un mariage de conte de fées. Quel jour heureux! Toute la nation célébrait l'événement. C'était une histoire d'amour digne des contes de fées. À mes yeux, aucun autre mariage ne l'a depuis égalé. C'était merveilleux. La jeune mariée était superbe. Tout le monde trouvait ce mariage fabuleux. Tout le monde, sauf le prince, malheureusement. La cote de popularité de Thatcher finit de s'effondrer quand elle propose l'instauration d'un nouvel impôt, la poll tax. À Londres, 250 000 personnes manifestent contre ce prélèvement inégalitaire. 100 personnes seront blessées au cours de ces émeutes. Le Parti conservateur lui retire son soutien. John Major sera son successeur. Pour la première fois, la Dame de Fer pleure. Elizabeth fait preuve de compassion envers elle. Elles avaient fini par bien s'entendre. Je pense que Mme Thatcher a appris à apprécier les conseils de la reine. La reine a été très déçue de voir la manière dont le Parti conservateur a congédié Mme Thatcher. Elle aurait dit « Certes, Mme Thatcher est épuisée, mais cela ne justifie pas cette façon cavalière de procéder. Il était important que la reine l'ait soutenue. » Si vous cherchez la confirmation de leur respect mutuel, il suffit de voir avec quelle diligence la reine a honoré Margaret Thatcher après sa démission, en lui accordant l'ordre du mérite, puis celui de la jarretière. Je pense qu'elle l'a fait pour témoigner son respect à celle qui fut, à mes yeux, un Premier ministre et une personne remarquable. Sur le plan politique, le calme revient dans le royaume d'Élisabeth. Mais désormais, c'est la famille de cette reine si discrète qui va alimenter la presse à scandale. Ce sera tout d'abord la séparation de son fils Andrew et de sa femme Sarah en 1992. Puis celle du couple princier Charles et Diana. Pauvre reine. J'ai pensé, oh mon Dieu, être sur le trône depuis si longtemps pour voir tout s'écrouler autour de soi. On disait qu'elle était la mère d'une famille dysfonctionnelle, que c'était sa faute si ses enfants avaient fait de mauvais mariages. On a même remis en question la monarchie. Les gens disaient, à quoi bon une monarchie si c'est pour en avoir une comme celle-ci? Les scandales se succédaient. Un vrai désastre. Et en décembre, ce fut l'annonce officielle de la séparation de Charles et Diana. Tout le monde a pensé, que peut-il se passer d'autre? C'était terrible. Et là, un incendie a embrasé le château de Windsor. Un électricien avait oublié un objet qui a mis feu au rideau. Et l'incendie s'est rapidement propagé. Mais ce désastre a suscité un regain de sympathie pour la reine. On pensait, pauvre femme, qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver encore? Lors d'une réception, la reine, d'ordinaire si distante, laisse tomber le masque. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words
of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Dans les années qui suivent, c'est le calme plat sur le plan politique. John Major est un Premier ministre relativement terne. À 43 ans seulement, Tony Blair est l'espoir du Parti travailliste. Il promet de donner au pays un nouveau souffle. Victory at the next general election. Aussitôt dit, aussitôt fait. En mai 1997, Tony Blair s'installe à Downing Street. Lorsque Blair a pris ses fonctions, il bénéficiait d'une majorité écrasante. Il était donc naturel qu'au palais, les gens appréhendent un peu ce qu'il comptait faire d'un tel pouvoir. Au début, il s'est montré très désinvolte. Il est arrivé à la cérémonie d'ouverture du Parlement, main dans la main avec sa femme, faisant apparaître la procession un peu obsolète. Du moins, c'était l'impression que cela donnait. C'était son New Labour, la nouvelle Grande-Bretagne, la promesse que tout allait apparemment changer pour le mieux. Blair est exubérant, même avec la reine. Tony Blair est devenu Premier ministre et après sa première audience avec la reine, il m'a rapporté comment elle l'avait accueilli. Ah, Monsieur Blair, bienvenue à votre première audience en tant que Premier ministre. Comme vous le savez, mon tout premier chef de gouvernement a été Winston Churchill et vous n'étiez pas encore né. Il m'a confié, ça m'a tout de suite remis à ma place. Avec le temps, Tony Blair apprend à apprécier les audiences avec la reine. Pourtant, nombre de ses partisans considèrent la monarchie comme dépassée. Son approche de la monarchie était un peu schizophrénique. D'un côté, le Parti travailliste devait montrer à ses partisans qu'il était un parti moderne. Il n'était pas figé par les traditions et les institutions comme la monarchie. D'un autre côté, Blair était déterminé à prouver qu'il dirigeait un parti responsable, digne du pouvoir, qui procéderait comme n'importe quel parti ayant une large majorité à la Chambre. Entretenir de bonnes relations avec Buckingham et la monarchie était ce que tout gouvernement responsable et puissant se devait de faire. Le 31 août 1997, la princesse Diana meurt dans un accident de voiture. Ce décès va mettre à l'épreuve les relations entre la reine et son Premier ministre. Élisabeth est en vacances en Écosse quand elle apprend la mort de Diana. La première pensée de la reine a été pour ses petits-fils, William et Harry. Elle a dit au prince Charles, « Nous devons retirer les postes radio de leur chambre. » Puis elle s'est rendue compte que toutes les chaînes de télévision passaient en boucle les images du lieu de l'accident de la princesse. Comme sa vie, sa mort a été surmédiatisée. La reine a dit, il faut les éloigner de tout ça, emmenons-les dans les montagnes. Organisons un grand barbecue ce soir. Sa priorité est allée à sa famille. Elle a oublié qu'elle laissait derrière elle son autre famille, nous. Tout le pays pleurait, déposait des gerbes de fleurs à la mémoire de celles qui nous avaient été arrachées. Quand la reine a enfin pensé à nous, elle a haussé les épaules et s'est dit, ils vont s'en remettre. En revanche, Tony Blair s'associe immédiatement au deuil du peuple. Dès le lendemain matin, il s'exprime devant les micros. Prime Minister, can we please have your reaction to the news? I feel like everyone else in this country today, utterly devastated.
Our thoughts and prayers are with Princess Diana's family, in particular her two sons, the two boys. Our hearts go out to them. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever. Tony Blair a parfaitement exprimé le choc et l'anéantissement que la majorité des gens ont ressenti. La tristesse provoquée par la mort de Diana se mue bientôt en colère contre le silence de la reine. La presse attaque la souveraine. Le peuple souffre. Où est notre reine? Où est son drapeau? L'émotion avait gagné tout le pays, et le contraste avec la réserve de la famille royale n'en était que plus flagrant. Tony Blair a conseillé à la reine une ligne de conduite par l'intermédiaire du prince Charles. Il n'était Premier ministre que depuis 3 mois, et voilà qu'il donnait des conseils à Sa Majesté sur sa façon de se comporter avec son peuple. Il fallait oser. La reine s'entretient chaque jour par téléphone avec ses conseillers. Il l'incite à accepter les avis de Tony Blair. J'imagine que l'histoire dira que la reine a commis une erreur en restant aussi longtemps à Balmoral. Pas nécessairement d'un point de vue personnel, mais institutionnel. Je trouve ça injuste, car elle avait les meilleures raisons de le faire. Protéger ses petits-fils après la mort de leur mère. Mais l'histoire est sans pitié et je pense que c'est ce que beaucoup retiendront. Cinq jours après la mort de Diana, Élisabeth revient enfin à Londres. À son retour, l'atmosphère a changé. Elle a traversé la foule aux côtés du duc d'Édimbourg devant ses parterres de fleurs jusqu'au palais de Buckingham. Je me souviens de les avoir vus entrer dans le palais. J'étais avec un groupe de personnes et nous avons discuté. Ils étaient aussi étonnés que nous de voir une telle foule, un tel phénomène de masse. Le gouvernement et le palais sont unanimes. La reine doit prononcer une allocution montrant qu'elle partage la tristesse de son peuple. Les secrétaires privés de la reine réfléchissent au contenu du discours. À la dernière minute, ils ont envoyé le texte à Downing Street, non pour le faire approuver, mais pour voir s'ils avaient d'autres propositions. C'est Campbell qui a suggéré au nom de Tony Blair, peut-être que Sa Majesté pourrait dire « Je m'adresse à vous en tant que grand-mère ». L'idée a été retenue. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. Grâce au trait de génie de Blair, la reine regagne le cœur de ses sujets. Mais ses relations avec lui demeurent difficiles. Lors du 50e anniversaire de mariage de sa souveraine, Blair en dit trop. Il évoque en public leur audience confidentielle. Élisabeth ne peut réprimer un mouvement de surprise. Actually, Your Majesty's closing words to me at Buckingham Palace on Tuesday, at the end of our weekly session, were, "Please don't be too effusive." Sorry, ma'am, but I'm from the can say what he likes about his cabinet colleagues.
One's the wife and the other's the queen. You are our queen, with a keen sense of humor and a mean ability for mimicry. Les mémoires de Tony Blair révèlent la complexité des relations avec la reine. Il écrit « Parfois, elle vous permet de voir une facette d'elle-même plus détendue, amicale et informelle. Mais surtout, ne commettez pas l'impair de croire que vous pouvez vous détendre également. Si vous osez, alors elle vous lancera son fameux regard. » C'est d'autant plus amusant que Tony Blair se montrait familier avec tout le monde. Le 11 septembre 2001, des terroristes attaquent les États-Unis. Tony Blair se range immédiatement aux côtés du président américain George Bush. Ils partent en guerre ensemble. Tony Blair envoie 46 000 soldats combattre en Irak. En tant que chef de l'État, Elizabeth se sent moralement responsable. La reine s'inquiétait pour ses troupes, la Royal Navy, la Royal Air Force et les forces armées de la couronne. De nombreux rapports indiquaient que les soldats étaient mal équipés pour le désert. Ils n'avaient pas les bons vêtements, les bonnes protections, ni même les bonnes munitions ou équipements. Je suis sûr que durant ces audiences, la reine utilisait la méthode socratique du dialogue. « Oh, Monsieur Blair, vous avez certainement lu ce rapport. » En 2007, le Daily Telegraph révèle qu'Elizabeth n'est pas d'accord avec la politique de Tony Blair. Il négligerait les intérêts du Commonwealth, sa politique serait trop pro-américaine et la guerre engagée aux côtés des États-Unis serait trop lourde à gérer pour les troupes britanniques. Son peuple proteste de plus en plus vigoureusement contre la guerre antiterroriste de Blair. Le 27 juin 2007, Tony Blair renonce au pouvoir. Au revoir, auf Wiedersehen and arrivederci. And that is that, the end. Il quitte le 10 Downing Street qui accueille son successeur, Gordon Brown. C'est un départ sans tambour ni trompette. Les Blair retournent vivre dans le nord de l'Angleterre. David Cameron succède à Gordon Brown. Il est le 12e Premier ministre d'Elizabeth. Lorsqu'il est né, elle était sur le trône depuis déjà 14 ans. Le gouvernement de Cameron travaille avec Elizabeth comme elle l'aime, avec discrétion, derrière des portes closes. Le 29 avril 2011, son petit-fils William et Kate Middleton offrent une nouvelle fois au peuple un mariage de rêve. La monarchie est plus populaire que jamais. Son grand succès tient à sa constance, à sa faculté de s'adapter à son temps sans paraître trop vieillotte ou réactionnaire. Mais peut-être aurait-elle pu se montrer un peu plus chaleureuse, paraître un peu plus humaine. Le grand historien de la Constitution anglaise, Walter Bagehot, disait « Prenez garde, ne laissez pas la lumière du jour éclairer le tour de magie. » C'est un équilibre difficile à trouver. Je pense qu'elle a laissé entrer la lumière du jour sans pour autant gâcher la magie. Discrète et digne de confiance, voilà la reine que 12 premiers ministres ont servi.
Ils arrivent, puis repartent. La reine reste. Elle assure la continuité. La reine a accordé près de 3000 audiences à ses premiers ministres. Personne n'a autant d'expérience qu'elle dans ce domaine et personne n'en parle aussi peu. La reine n'a évoqué publiquement ses audiences qu'une seule fois, très brièvement. Elle a dit « J'ai eu de nombreux premiers ministres depuis Winston Churchill. Certains sont restés en fonction plus longtemps que d'autres. Je pense que durant ces audiences, ils peuvent se confier à moi. Ils peuvent vraiment me dire tout ce qui se passe. » Elle a ajouté « Je suis comme une éponge, j'absorbe tout, mais rien n'est jamais divulgué au public. Tout est là. Je me souviens de tout. » Le pouvoir de la reine repose sur son comportement, pas sur les mots. My lords, pray be seated. Officiellement, elle n'influence pas la politique britannique. My government's legislative program will be based upon the principles. Mais tous les premiers ministres savent qu'il est sage de gouverner avec Élisabeth II. Gouverner contre elle est chose impossible.